Bienvenue dans un nouveau Finari Talk. C'est un talk exceptionnel sur les montres. J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Romain Réa, aujourd'hui CEO d'Antiquorum et président de Romain Réa Watches. MacGyver Bonsoir. Bonsoir Romain. MacGyver Et MacGyve, et qui nous appelle depuis sa voiture. Bon Romain, on va rentrer dans le vif du sujet. volontiers. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer comment vous êtes arrivé aux montres? Oui, volontiers. Alors, en fait, ça m'est arrivé déjà par passion. Dès l'âge de 17 ans, 18 ans, j'étais assez passionné par l'horlogerie. J'étais voué à autre chose, plutôt à l'aéronautique et puis avec des études scientifiques plutôt. Et puis finalement, les montres ont gagné. Je suis parti quelques années dans l'armée de l'air, donc j'ai pas mal voyagé. Ça m'a permis d'aller beaucoup aux États-Unis et de découvrir un petit peu comment était l'horlogerie, parce que quand on se repositionne il y a une trentaine d'années, la montre d'occasion et la montre de collection, c'était quelque chose qui était très à part. On avait plutôt une notion de cette horlogerie de collection comme une montre qui était vraiment de deuxième main, qui n'était pas très bien vue en réalité. On avait un petit peu, vous savez, c'est un peu comme je fais toujours la comparaison avec une alliance. Lorsqu'on se marie, on va pas aller acheter une alliance d'occasion. Et ben l'esprit qu'il y avait dans toute l'Europe à cette époque-là, c'était ça. On avait juste trois pays qui étaient très actifs. C'était le Japon, l'Italie et les États-Unis. Et donc, on a réussi en Europe maintenant à devenir des grands spécialistes de la montre de collection. Mais voilà, donc petit à petit, en sortant de l'armée de l'air, j'ai ouvert ma propre boutique. Donc le seul endroit où il y avait finalement de l'intérêt pour les montres de collection, c'était au marché aux puces, le marché qui était spécialisé. Et donc j'ai ouvert une boutique à cet endroit-là pour recevoir finalement la clientèle, qui était une clientèle, comme je vous disais, japonaise, italienne et américaine à l'époque. Et puis, grâce à la communication, comme on est en train de le faire, on a réussi à faire évoluer un petit peu les mœurs. Et c'est devenu vraiment quelque chose de plus intéressant d'être sur les montres de collection que sur les montres modernes. Alors, il y avait ce parallèle, à un moment donné, il y avait des collectionneurs plutôt montres modernes, plutôt montres de collection. Donc, moi, j'ai continué à faire évoluer ces amoureux de l'horlogerie avec des boutiques d'horlogerie que j'ai ouvert à Paris sous le nom de Romain Réa. Et on avait à la fois les montres modernes et à la fois les montres anciennes. Donc on avait ce partage d'idées, de réussir à expliquer un peu quel était le patrimoine horloger en vendant à la fois du neuf, à la fois de l'ancien. Et très vite, j'ai eu très envie de faire de l'expertise, des ventes aux enchères. Donc j'ai travaillé avec des commissaires-priseurs. Et de ces commissaires-priseurs, ils m'ont fait devenir expert auprès de l'Union française des experts, le syndicat français des experts, l'Union européenne. Donc, je suis devenu expert auprès de pas mal d'associations d'experts, dont la Cour d'appel de Paris, avec qui j'ai rendez-vous juste après. Je vous l'avais raconté d'ailleurs. Et donc, grâce à ça, j'ai pu découvrir un petit peu le monde des ventes aux enchères. J'ai créé le département d'horlogerie de la maison de vente Arcurial, qui est la première maison de vente française. Donc, on a réussi à créer les premières ventes aux enchères avec des thématiques. La première vente, Jaeger-LeCoultre. On avait fêté en partenariat avec la marque Jaeger-LeCoultre l'anniversaire, les 170 ans de la marque. Puis après, les 70-80 ans ensuite de la Reverso. Donc, on a toujours essayé d'avoir cette communauté entre les marques horlogères, les manufactures et puis les ventes aux enchères. Donc, ce qu'on avait réussi à faire avec Arcurial. Et puis, le temps est venu où les propriétaires de la maison de vente Antiquorum. Alors, Antiquorum, je vous explique, c'est une maison de vente qui a été créée en 1974, qui était, quand j'étais enfant et déjà amoureux de l'horlogerie, c'était mes livres de chevet. J'avais les catalogues, je dévorais les catalogues d'Antiquorum. Et j'ai eu la chance qu'ils viennent me chercher pour reprendre la direction. Ils m'ont nommé CEO il y a 5 ans d'Antiquorum pour redonner un petit peu de dynamique. On en a profité pour ouvrir des pays différents. Monaco n'existait pas, on a ouvert des ventes à Monaco, on fait des ventes à Hong Kong, et on a la vente le week-end prochain à Hong Kong d'ailleurs, et des ventes à Genève bien sûr, qui est le berceau, on va dire, qui est à la fois le berceau et le vaisseau amiral de l'entreprise. Voilà, j'ai fait vite, j'ai fait un concentré maximum pour rattraper le temps. C'était parfait. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, vous nous avez envoyé quelques modèles un peu iconiques, on va les commenter ensemble. Avant de passer à ça, c'est quoi pour vous le
est-ce que la montre, en tant qu'investissement, c'est quoi le rôle d'une montre dans un patrimoine? Vos clients, est-ce qu'ils investissent pour se construire un patrimoine? Est-ce qu'ils investissent par passion? Et qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour les guider dans ce sujet? Alors, effectivement, il y a deux types on va dire de collectionneurs, entre guillemets. Il y a le collectionneur amoureux de l'objet, qu'on a besoin parce qu'il ne l'a pas encore dans sa collection. Et ça, c'est quelque chose on peut pas lutter contre. Hein. C'est de l'addiction, on peut appeler ça comme ça. Donc, il va tout faire pour... Bon, je vais vous donner un ordre d'idée. L'Omega Spin Master, qui est le chronographe le plus connu d'Omega, il est né en 1957. Très souvent, quand les gens, les collectionneurs d'Omega ont envie de plusieurs Omega Spin Master, ils veulent absolument la première aussi. Donc, s'il n'a pas celle de 57, il va l'acheter, même si c'est déraisonnable. Alors, c'est intéressant ce que je vous dis parce que ça va être le lien direct avec les autres types de collectionneurs qui sont des collectionneurs investisseurs. Parce que du coup, ça va faire monter la cote de ces montres-là. Parce que le collectionneur investisseur va se dire, tiens, c'est quand même pas mal, j'ai un peu d'argent, ça c'est vous qui gérez, vous dire mieux que moi, j'ai un peu d'argent sur un compte, je trouve que ça s'endort un petit peu, je vais investir sur la première Omega Spin Master. Et c'est comme ça que finalement, en rencontrant le collectionneur amoureux, le collectionneur investisseur, qu'on arrive à faire monter les cotes et que les cotes sont à la fois maintenues et bien importante et élevée. Mais la différence, elle est là, vraiment. Et ce qui est très amusant, c'est que très souvent, le collectionneur investisseur ou l'amateur investisseur se prête au jeu et devient collectionneur. Parce qu'on est obligé, comme dans tous les domaines, dans les domaines de la finance, là je ne vais absolument pas rentrer dans ce domaine-là, vous savez le faire mieux que moi, mais dans le domaine de la finance, lorsque on commence à s'intéresser à une société ou à n'importe quelle étude, on va d'abord réfléchir et comprendre comment ça fonctionne. Et ben, ces investisseurs-là, ces collectionneurs investisseurs, commencent à s'intéresser à l'objet, comprendre d'où ça vient, quelle est l'histoire, pourquoi elle a telle lunette, pourquoi tel cadran, pourquoi tel mouvement. Et finalement, ils rentrent dans la danse et ça leur ouvre d'autres portes parce que l'horlogerie, c'est magnifique, c'est assez infini. Ouais. Et donc, du coup, il s'intéresse, tiens, quand même, en regardant pourquoi je vais acheter celle-ci, j'ai regardé l'autre, elle est pas mal non plus. Et c'est là que l'œil commence à changer entre investisseur pur et investisseur collectionneur qui va devenir peut-être un jour collectionneur. Voilà. En anglais, on dit fall down the rabbit hole, et je pense que c'est un peu pareil. C'est une fois qu'on est tombé dans la marmite des montres. Il faut pas tomber dedans. Il faut pas tomber dedans parce que c'est infini. C'est bien de tomber dedans. C'est bien de tomber dedans, et c'est bien évidemment d'aller chez Romain Réa, je crois que c'est dans le 7e. 7e arrondissement, on est 26 rue du Bac, Paris 7e, et puis également aux Champs-Élysées, 25 rue Marbeuf. Parfait. Bon, c'est évidemment bien d'y aller. En plus, c'est une super expérience. Je trouve que c'est vraiment un moment agréable de regarder les montres, d'essayer, et d'en parler avec les spécialistes. Romain, vous m'avez envoyé quelques modèles un peu iconiques. Pardon, dis-moi. Non, je disais, vous avez des équipes super spécialisées dans les boutiques, entre Daniel, Jérôme, tout ça. Voilà. Vous ne pas hésiter à les appeler, à aller les voir. Ils vous expliqueront plein de choses. Et avec un peu de chance, vous tomberez sur moi. Voilà. Exactement. Parfait. On va passer au modèle que vous nous avez envoyé. Le premier, ça va être un modèle évidemment très important et c'est une marque qui est aussi importante. Et donc, Romain, je crois que vous devez partir à 19h30. Donc, on va vraiment essayer de… Non, mais c'est bon, j'ai prévenu que j'avais un petit décalage. Donc, si vous voulez qu'on dépasse, moi, je suis ouvert pour dépasser. J'ai pas de problème. Je pense que tout le monde sera ravi. On va essayer de commenter quelques modèles iconiques et ensuite, on va prendre aussi les questions du public parce que je pense qu'il y en a déjà beaucoup. Mais donc, on va commencer par la première, la Royal Oak. Donc, on vous écoute. On est tout oui, Romain. Vous pouvez nous dire sur ce modèle? La Royal Oak, c'est facile, c'est son anniversaire cette année, donc c'est vrai que pour moi, c'est un modèle dont, d'abord que j'aime beaucoup, mais c'est vraiment très facile d'en parler. Cette montre a été dessinée juste pour faire un petit peu l'histoire par Gérald Genta, qui était un designer qui a dessiné aussi la Nautilus, qui est finalement le concurrent direct de la Royal Oak, mais dessiné aussi l'ingénieur d'IVC. Donc il y a eu d'autres modèles dessinés par Gérald Genta et toute sa collection à lui-même. Il a dessiné des montres assez incroyables. Mais donc la première importante, c'est 1972 et c'est cette Royal Oak qui est franchement la première montre de sport, on va dire sportive, lookée racée en acier, qui dépasse les prix habituels dans les années 70. Donc le résultat… C'était quoi les prix habituels, le prix à l'époque, Romain? C'est vous dire quelques milliers de francs suisses. C'était très très violent pour l'époque, pour une montre en acier. En règle générale, on avait des montres en or et de grande qualité pour ce prix-là. Donc c'était vraiment la première fois qu'on voyait des montres en acier aussi chères, on va dire.
Alors l'histoire, elle est assez amusante d'ailleurs, parce que donc ils l'ont appelé la série A, parce que si vous voulez, c'était une sorte de one shot qu'ils voulaient faire. Ils voulaient créer un événement, une série de quelque chose qu'ils étaient capables de faire, et la Royal Oak était la montre qui était prévue pour être une montre sportive des années 70. Et puis finalement, le succès a aidé, donc il y a eu la série B, il y a eu la série C, la série D, et entre la série A et la série B, il y a même une série qui porte pas de numéro, on en a vendu une dans la vente de Monaco l'an dernier, voilà, qui sont des pièces vraiment très très rares, fabriquées à quelques exemplaires. La première série, c'était environ 1000 exemplaires, mais dans les registres, on ne sait pas si on a eu 1000 ou plus de 1000 ou moins de 1000, pardon. Donc, combien il en reste aujourd'hui, en plus en état, c'est quand même pas évident. Voilà. Et puis après, fort du succès, le modèle a été conservé, heureusement, parce que c'est devenu vraiment une icône de l'horlogerie mondiale, et avec toutes les séries qui sont arrivées derrière. Alors, ils ont fait le modèle en or, bien évidemment, qu'on voit plutôt dans les années 80, donc ils ont attendu quand même assez longtemps pour transformer le modèle acier en or. Ce qui était bien la preuve que c'était pas l'idée de départ, c'était pas l'idée de faire une montre qui devienne une montre bijou. Et aujourd'hui, la Royal Oak est vraiment devenue une montre de sport bijou, et qui reçoit des grandes complications, des tourbillons, des quantièmes perpétuels. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques ou même des répétitions minutes, mais fait partie dans tous les cas, toutes les grandes complications connues dans l'horlogerie se retrouvent dans une Royal Oak aujourd'hui. Génial. Et donc là, ce qu'on regarde, c'est une 5402. Enfin, c'est cette fameuse première version. On ne sait pas si c'est la A, B. C'est la 5402. Alors bon, là, la photo qui a été prise, c'est une série particulière, puisque le AP est à 12 heures, alors qu'il devrait être à 6 heures. Ça permet de tout de suite dater, de savoir si on est sur la série A, B, C, D. Faut être assez esthète quand même pour connaître un petit peu ça, mais effectivement, quand on se rapproche des professionnels et puis des maisons de vente aux enchères, vous avez toujours la description qui vous explique ce qu'il en est. Après, quand on veut rentrer dans le détail pour l'achat d'une pièce comme ça, qui aujourd'hui, alors faut savoir que, en gros, pour parler un petit peu argent, parce que je sais que vous aimez bien, Mounir, pour vous parler de la Royal Oak, il y a encore 3 ans, ça valait entre 30 et 50 000 euros, une Royal Oak de ces premières séries. Aujourd'hui, une série A, ça va être très difficile de l'estimer en dessous de 100 à 150 000 euros, et en règle générale, selon le modèle et selon la condition, ça peut atteindre des 180, des 200, voire pire, ou mieux. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que ça s'est grosso modo multiplié par 4-5 en très peu de temps. En très peu de temps, ouais. C'est vrai que l'arrivée de l'anniversaire, alors ça c'est la technique, c'est quand même la technique. Pas que les collectionneurs étaient très déçus, parce que les collectionneurs veulent acheter pour conserver. Les collectionneurs investisseurs, eux, ont dit, bon, attendez, dans 3 ans, c'est l'anniversaire, c'est les 50 ans de la Royal Oak, il faut quand même s'y intéresser. Voilà, mais après, il faut aussi avoir le courage de le faire, parce que il y en a quand même, il y a beaucoup de Royal Oak dans le monde, donc effectivement, c'était pas évident, mais ça a fonctionné en tous les cas, pour ce qui est du modèle Royal Oak. Mais déjà, vous nous donnez une piste intéressante, c'est que les anniversaires, les anniversaires des modèles iconiques, c'est des moments un peu clés où les prix ont tendance quand même à réagir plutôt à la hausse. Je vous donne un vrai tuyau, il faut surveiller les années anniversaires. Voilà, ça c'est important. D'ailleurs, je crois que les modèles Audemars cette année, enfin en tout cas ceux de l'édition 50e anniversaire, ont une masse spéciale. Absolument. Ce qui les rend quand même assez... Enfin, si on arrive à les avoir en boutique, potentiellement, dans 10 ans, on aura quelque chose qui sera très rare, encore une fois. Donc, ou dans 20 ans. En réalité, ça va même un peu plus vite aujourd'hui. Oui, je pense que les phénomènes Bitcoin ont aidé. Mais en tout cas, c'est comme ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une montre sortie de boutique vaut déjà beaucoup plus cher que son prix public. Voilà. Sur ce genre de pièces qui sont des séries, qui sont des petites séries, pas forcément des séries limitées d'ailleurs, mais qui sont fabriquées à très peu d'exemplaires par rapport à l'ensemble global des milliers de montres fabriquées par la manufacture. Voilà. Ça marche. D'ailleurs, ça, c'est important ce que vous dites. Du coup, en fait, il y a les modèles qu'on peut voir dans le catalogue des grandes marques, de Rolex, de Audemars, etc. En fait, c'est très difficile déjà rien que de les avoir en boutique. Il y a tout un système de liste, il faut connaître, il faut avoir un réseau. Donc déjà, pour dépenser de l'argent, c'est compliqué. En tout cas, sur les modèles. C'est exactement ça, c'est compliqué. Alors, pour quelle raison? Effectivement, il y a beaucoup plus. C'est là où le côté investissement fonctionne. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Ça, c'est le premier point. Et puis, le second point, finalement, les manufactures ont essayé de préserver
ce patrimoine horloger qu'il fabrique chaque année en conservant les clients habitués, on va dire. Voilà. Si un client était client d'une boutique Patek Philippe, Audemars Piguet, parfois même Cartier ou Rolex, etc., eh bien, il est conservé, il est enregistré comme client. Donc, il est censé être client, on va dire, collectionneur de bonne foi, pas client, collectionneur, investisseur. Voilà. C'est très compliqué parce qu'en réalité, c'est un choix qui est lié vraiment à la boutique, enfin au directeur de boutique ou au vendeur, mais en tout cas qui est souhaité par les marques aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que pour celui qui a envie de faire un achat investissement sur, par exemple, une montre, dire tiens, voilà, comme je disais tout à l'heure, je vends ma SICAV, mais je vais m'acheter une montre à la place qui vaut 20 ou 30 000 euros, bah, il va avoir du mal à le faire dans le cadre d'une démarche vers une boutique d'horlogerie classique, moderne. Voilà. Donc, il pourra se retourner vers les spécialistes des montres d'occasion, comme nous, mais il la paiera plus cher. Alors, ce n'est pas très grave parce que comme ça continue à monter, finalement, il finira par faire un bon investissement. Voilà. Ça marche. On va passer au second modèle. Bon, bah, évidemment, c'est la Nautilus, c'est une montre de Gérald Genta aussi, donc le même designer. Exactement, c'est la petite sœur, enfin c'est la grande sœur plutôt. Enfin oui, c'est la petite sœur, elle est arrivée après. 4 ans après, en fait, Patek Philippe avait préparé cette idée de créer une montre de plongée qui soit aussi efficace finalement que la Royal Oak. Ils ont fait appel au même designer. Évidemment. Voilà, là on est plus sur une idée finalement de fenêtre de hublot. L'autre était sur un système de hublot vissé, et là c'est une fenêtre qui vient s'ouvrir avec la charnière que vous pouvez voir sur le côté à 9 heures sur le côté de la montre. Donc on est sur un autre dessin, mais qui est un dessin qui effectivement est un énorme succès également. La marque Patek Philippe depuis longtemps est quand même la marque qui fait les plus gros résultats, on va dire, en termes de vente aux enchères. Donc il n'est pas étonnant que la Nautilus se vende plus cher que la Royal Oak. Bon, cette année, il y a une petite rectification avec les 50 ans de la Royal Oak, mais depuis toujours, la Nautilus se vendait plus cher que la Royal Oak. C'était comme ça dans l'inscription générale des collectionneurs. Patek était, si on peut le dire, j'espère que les CEO de Patek et de Royal Oak ne regardent pas votre émission. Thierry Stern regarde peut-être les Finarito. Mais je les salue de toute façon. Mais voilà, Patek était toujours un petit peu au-dessus, a toujours été au-dessus d'Audemars Piguet. Mais aujourd'hui, effectivement, entre la Royal Oak et la Nautilus, les chiffres sont assez secrets, mais la bataille, elle est assez équivalente. Hein. C'est impressionnant. Voilà. Bon, et les résultats en vente aux enchères, effectivement, pour certaines Nautilus, atteignent des prix incroyables. On a la Nautilus cadran vert qu'on a vendue l'an dernier, qui venait juste de sortir, qui coûtait à peine 30 000. C'était 30 000 francs suisses, le client l'avait payé. Et 2 mois après, on l'a vendu sur la vente de Monaco aussi. Tiens, un demi-million d'euros, on l'a vendu. Donc, ou de dollars, $1 demi-million, on l'a vendu. Voilà. Ça reste 2 mois la vente. Elle avait 2 mois, quelque chose qui était assez incroyable. Assez fou. Donc ça vous donne un peu la puissance. Alors là, c'est vraiment la puissance Patek Philippe depuis de longue date, quoi. Et là, ce modèle qu'on voit, il coûterait combien aujourd'hui en vente aux enchères ou sur Internet? Une 3700. Alors c'est toujours la même histoire. Vous allez voir, j'utilise souvent ce terme. Si la montre elle est absolument d'origine, parce qu'on peut avoir, vous voyez, quand c'est une montre comme ça qui date de la fin des années 70, on peut très bien avoir les aiguilles qui ont été changées, on peut avoir une pièce qui a été changée au niveau du cadran, on peut avoir des modifications qui ont été faites. Si la montre n'a pas été touchée, on est entre 150 et si parfois elle est avec son écrin, c'est papier d'origine, c'est un écrin qui est assez beau, qui est en liège, qui à lui tout seul vaut 20 000 euros, c'est vous dire. Si son écrin est d'origine et ses papiers d'origine, ça peut valoir jusqu'à 250 000 euros. Voilà. Donc entre 150 et 250 000, c'est pour ça que parfois dans les ventes aux enchères, on a des estimations qui sont très 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 larges, parce que l'estimation basse, si en règle générale, c'est un petit peu l'indication du prix de réserve, le prix auquel, s'il n'y a que vous allez l'avoir à ce prix-là, mais en général vous n'êtes pas tout seul. Et puis l'estimation haute, c'est en réalité la valeur, on pourrait dire la valeur d'assurance de l'objet. Voilà. D'accord. Et donc celle-ci, c'est entre 150 et 250. Et s'il y a eu beaucoup de restauration, ça vaut quand même beaucoup d'argent. Ça vaut entre 100 et 150. Ouais, donc c'est énorme. On va essayer de trouver un modèle peut-être
Ça, c'est un modèle hyper intéressant. Ça, c'est très intéressant. Alors ça, c'est un très bon produit sur lequel investir également. Les Rolex de la Comex. Alors ça, c'est un partenariat qui a eu lieu entre donc la Comex. Donc pour les non-amateurs, j'explique ce que c'est. C'est la compagnie maritime d'expertise, une compagnie qui a été créée dans les années 60 par Monsieur Delose, spécialisée en réalité dans des plongées avec dans des plongées un peu compliquées. Alors pourquoi, à qui ça aide les plongées compliquées? Ça aidait surtout pour les recherches pétrolières, pour les installations de pipeline et tout ce qu'on peut voir dans ces idées-là. Et en fait, il voulait travailler, il travaillait sur la qualité le confort des plongeurs dans des caissons hyperbares. Donc, il descend dans un caisson hyperbare qui est un peu comme une navette spatiale, si vous voulez, qui descend sous l'eau. Ils descendent ça à 300, 400, 500, 600 mètres et ils voient les tests, il faut faire des tests, il faut faire des exercices physiques pour voir comment réagit le corps. Et donc, la Comex a été intéressée, Rolex, la maison Rolex a été intéressée de travailler avec Monsieur Delose en disant nos montres de plongée, on est quand même les numéros 1 de la montre de plongée, on a créé la Submariner en 1954, ce serait quand même dommage qu'on ne soit pas un partenaire d'une maison aussi prestigieuse que la Comex. Donc, ils ont fait ce partenariat. Et grâce à ce partenariat, ils ont travaillé sur un système, j'essaie de concentrer au maximum, vous m'arrêtez quand je parle trop. Non, c'est passionnant. Ils ont travaillé sur un système, en fait, les premières Submariner étaient des systèmes avec, j'en ai pris une au poignet. Voilà. Je me suis équipé pour vous. Parfait. Donc les premières, alors ça c'est une Submariner Tudor, je vous en parlerai après, mais c'est exactement le même boîtier. Les premières Submariner, si vous voulez, n'ont pas de valve à hélium sur le côté. Alors, qu'est-ce que c'est que la valve à hélium? En fait, ça a été inventé justement pour la Comex, parce que quand les plongeurs plongeaient avec une montre comme celle-ci, ils descendaient à 100 ou 150 mètres de profondeur dans leur caisson hyperbare, et donc l'air était entièrement comprimé, et au moment où l'air, quand ils allaient remonter, passer de 150 à 50 mètres d'abord, enfin par paliers successifs, eh bien à un moment donné, l'air allait prendre beaucoup plus de place, et donc faisait exploser le verre. Le verre devenait un véritable projectile. Donc ils ont étudié le système de la valve à hélium, qu'ils ont appliqué sur la Submariner, qui porte la référence 5514, qui est un des modèles les plus recherchés, et qui est devenu aussi la Sea Dweller. En 1967, il crée la Rolex Sea Dweller, qui est une Rolex spécialisée pour les plongeurs, voilà, avec ce système de valve à hélium. Donc vous voyez, je termine juste là-dessus. Cet accompagnement en fait de Rolex et de la Comex a permis de créer un modèle qui était finalement pas forcément prévu pour Rolex, qui est la Rolex Sea Dweller, qui est devenue la montre de plongée par excellence. Je vous écoute, Mounir. Et du coup, je crois qu'il y a il y a aussi un anniversaire sur les Comex où il y a quelque chose de particulier cette année ou qui arrive en tout cas. Alors, oui, c'est-à-dire que si vous voulez, déjà la première Sea Dweller en 67, vous voyez les Sea Dweller 1967, hein, donc notez bien que dans 5 ans, vous avez 5 ans pour les acheter. Exactement. Je vous donne des petits tuyaux. Juste, je regarde les résultats qu'on avait faits, je vous les avais envoyés, mais c'était juste pour vous donner. Vous voyez, ça c'est juste, je reviens à l'écran de la Patek, de la Nautilus. Vous voyez, on l'avait vendu, voilà, je sais pas si vous voyez, 17 500 francs suisses. Donc ça c'est la boîte, hein, pour information, c'est la boîte qui veut. Ouais, c'est exactement. Exactement. Donc ça vaut une voiture déjà. Ça vaut une. Ça vaut déjà juste l'écran, mais effectivement, c'est tellement rare de trouver. C'est plus facile de trouver une montre qu'un écran, on sait vous dire. Et donc, ce que je voulais trouver, c'était sur la Comex, c'était les résultats qu'on a fait. Donc, effectivement, il y a cet anniversaire de collaboration entre la Comex et Rolex qui va arriver bientôt. Et puis, il y a toutes ces évolutions qui ont été faites. Je ne veux pas tout vous dire et pas trop vous remplir la tête de plein de choses, mais il y a énormément de références. Donc la référence 1665, c'est la Sea Dweller. Je vais rentrer dans des choses qui sont des chiffres qui vont vous embêter parce que c'est des références, mais la Submariner, lorsqu'elle est née, elle porte la référence 5512, puis 5513 et la 5514, sur laquelle ils ont rajouté la valve à hélium. Alors, toutes ces montres-là sont des montres à suivre de la Comex, et les modèles qui ont été fabriqués après, qui ont évolué, c'est-à-dire qu'au départ, on avait, comme j'ai aujourd'hui au poignet, un verre en plexiglas, mais après, on évolue vers le verre saphir, donc un verre qui est beaucoup plus résistant, qui est inrayable, qui est plus fort, qui donne une étanchéité
enfin encore meilleur que le verre en plexi qui pourrait bouger. Donc tout ça, c'est des évolutions qui datent des années 80. Chaque évolution, je vous donne encore des petits tuyaux, dès qu'il y a une évolution, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de modèles fabriqués parce qu'on est en période d'évolution. Donc, par exemple, 1982-83, on est en train de passer du verre plexi au verre saphir. Donc, on va changer le modèle. Donc, on essaie d'en faire quelques séries, une série de 100, une série de 200, et puis on voit comment ça évolue. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la Comex et de Rolex parce que c'est trop long, vous l'avez compris, mais ce qui est intéressant de voir d'un point de vue financier, c'est là où on veut en venir aujourd'hui, c'est de regarder vraiment ce qui se passe par rapport à ces montres quand il y a une évolution. Dès qu'il y a une évolution, eh ben, on a en règle générale des résultats qui sont importants en vente aux enchères. Ou alors, autre révolution qu'il peut y avoir dans le prix aussi, évolution et révolution, c'est un plus révélateur, c'est la qualité de la montre. Si une Rolex de la Comex était normalement une montre de plongée, qui aurait dû plonger, alors j'ouvre une parenthèse, en réalité, au départ, les montres militaires ou paramilitaires, parce que c'est presque du paramilitaire, il y a 20 ans, ou même il y a 20 ans, il fallait qu'elles aient été portées par un plongeur, qu'elles aient été abîmées, qu'elles soient dans leur état, dans leur jus. Une montre qui a fait la guerre, elle doit avoir fait la guerre, elle doit avoir le look d'une montre qui a fait la guerre. Aujourd'hui, les évolutions ont changé, le design est passé par là et on a envie d'avoir quelque chose au poignet qui soit chic et élégant. Donc, on n'a pas envie de ça. Donc, on a préservé aujourd'hui on va dire, la qualité de l'objet. Donc, c'est là où je veux en venir sur les prix. D'avoir une montre avec écrin, papier d'origine et en parfait état, et ben ça nous amène vers des records du monde en règle générale. Donc on a vendu une Rolex Submariner 1680 qu'on a vendu quasiment un demi-million à Genève dans la vente c'était il y a 1 an et demi. C'est pour vous dire. Donc on détient avec Antiquorum les records du monde sur les Comex. Mais voilà, quand c'est en parfait état ou lorsque ça a une plongée particulière, il y a ça aussi. Lorsqu'elle a appartenu à un plongeur et que le plongeur a fait une plongée, un record de plongée. Il y a eu des missions dans la Comex, mais ça, je vous laisserai la regarder sur Internet, toutes les missions Comex. En googlisant ça, vous allez trouver plein d'histoires intéressantes. Et c'est vraiment ça qui est passionnant, c'est que, vous l'avez dit là, déjà que le fait que, par exemple, Gérald Genta ait fait des modèles iconiques, que la Comex, qui, je pense, ne prévoyait pas d'être associée à Rolex et de co-créer un modèle mythique. Il y a quand même beaucoup de hasard dans ces histoires-là et c'est vrai que c'est ça que le côté le plus intéressant, je trouve, au-delà de l'aspect financier, c'est l'aspect histoire qui c'est sans fin en fait. Ouais, c'est ça. Le storytelling crée vraiment et vous le faites très bien. Vous le faites très bien, Romain. Je vous le dis comme ça, vous le faites très bien. Ça vaut combien, Romain, un modèle en bon état avec celle que vous avez là en photo, c'est un modèle moderne. Alors comment je le vois? Parce qu'il y a des petits cerclages autour des index. Ça ressemble quand même à une Rolex d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un modèle des années 90 ou 2000. Et donc là, l'ordre de prix, c'est entre 80 et 120 000 euros en parfait état, boîte papier. Donc ça reste quand même très cher. On va voir si on a peut-être un modèle un peu plus accessible. Il y a beaucoup de belles choses. La Tudor. Ouais, la Tudor, parfait. Voilà. En parlant de Tudor, c'est une maison intéressante. Quelle est la place de Tudor dans l'industrie? Alors, donc Tudor, si vous voulez, on l'appelle depuis toujours. Alors c'est pareil, vous voyez, ça évolue dans l'esprit des gens. Il y a 20-30 ans, c'était la sous-marque de Rolex. Bon, voilà. Maintenant, c'est devenu. Ensuite, il y a 15 ans, c'était la deuxième marque de Rolex. En réalité, Tudor est une marque assez exceptionnelle qui a été convoitée par le fondateur de Rolex, Hans Wilsdorf, depuis les années 1900. Il voulait cette marque Tudor. Cette marque Tudor n'était pas disponible, donc il a pu la récupérer qu'en 1924. Donc il a attendu, il s'est battu pour l'avoir. Et pour lui, c'était à ses yeux, d'ailleurs, c'est la seule fois que Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, intervient lui-même. On le voit sur les publicités d'époque. On le voit, il se met en charge de présenter sa marque alors qu'il l'avait jamais fait pour Rolex. Donc c'est pour dire à quel point, aux yeux du fondateur de Rolex, Tudor était important. Et on comprend mieux avec l'histoire de Tudor pourquoi c'était important. Je vais vous en parler rapidement, mais
Mais aujourd'hui, on appelle plus ça, on appelle ça une marque. C'est une marque à part entière et qui est la marque Tudor et qui est une marque aussi importante que des maisons comme Jaeger-LeCoultre. Hein. Ils font des chiffres d'affaires qui sont très très impressionnants. Donc c'est une marque assez exceptionnelle et qui a un rapport qualité-prix qui est terrible. Ils sont manufacture et ils vendent des montres aux environs des 3000 euros. Donc c'est très très intéressant. Juste, je fais un petit parallèle avec l'histoire de Tudor. En réalité, les modèles Submariner, par exemple de Tudor, ou les chronographes de Tudor sont arrivés quasiment en même temps que Rolex. C'est-à-dire que c'était un petit peu, Tudor était un petit peu à la fois l'ADN de Rolex, et en même temps, Rolex s'amusait à tester des modèles pour voir ce qui allait se passer avec Tudor et voir si ça fonctionnait ou pas. Voilà. Grâce à ça, on a des beaux cadrans bleus sur les Tudor qu'on n'a pas sur les Rolex Submariner en acier. Voilà. En règle générale, c'est un cadran noir. Alors, sur Tudor, on a le cadran noir et le cadran bleu. Mais les premiers cadrans bleus, comme celle que je porte aujourd'hui, voilà, c'est un bleu, le fameux bleu Tudor. Magnifique. Si vous voyez bien. Ouais, on voit très bien, ouais. On voit très bien. Et ça, c'est... du coup, vous avez dit... Donc ça, c'est intéressant. Ça semble être un investissement relativement accessible. Enfin, toute proportion gardée, évidemment. Alors, ça reste cher. Non, mais toute proportion gardée. Selon la taille, selon les dimensions, les premiers prix varient de 3 à 5 000 euros et ils évoluent vite après jusqu'à 10-12 000, mais ça reste dans des proportions, je suis désolé, mais c'est vrai que on parle de beaucoup de milliers d'euros, mais ça reste dans des proportions assez raisonnables par rapport à l'horlogerie et ça reste vraiment des placements très intéressants. Vous pouvez aller sur des Tudor modernes également parce que je vous dis, les montres sont manufacturées, donc c'est des belles montres. En règle générale, elles se vendent rarement moins cher que leur prix du neuf sur les modèles qui sont les modèles les plus jolis, on va dire. Après, le design fait son job aussi, hein, donc attention de ne pas acheter quelque chose qui soit pas beau. Achetez toujours quelque chose qui vous plaît. Et à partir de là, ce sera la bonne solution. Mais en tout cas, sur les Tudor anciennes, comme je vous disais, les premiers prix c'est 3 à 5 000 jusqu'à 10-12 000 pour les premiers prix. Après, il y a des modèles évolutifs qui sont par exemple les Tudor de la Marine nationale, ce sont des montres de plongée qui ont été utilisées par la Marine nationale. Il faut savoir que Tudor était utilisé par plein d'armées. Hans Wilsdorf voulait justement que les montres soient utilisées par des plongeurs professionnels pour voir quels étaient les retours et comment ça fonctionnait. Donc toujours le storytelling, mais déjà lui il l'avait créé le storytelling. Il voulait. Alors au départ c'était lui pour créer ce besoin en fait. Est-ce que le plongeur est confortable avec la montre? Est-ce qu'on l'a fait évoluer? Et il y a eu plein d'évolutions comme ça. Ça, il faut que ce soit dans un autre talk que je vous parle de ça, parce que sinon, on va finir à 22 h. On va finir à 22 h. Je vais arrêter les slides. On les partagera après sur notre communauté. Il y a des super belles photos, donc vous aurez tous les modèles qu'avait sélectionné Romain. Avant de passer aux questions, je voulais avoir votre avis sur, vos quelques conseils à un investisseur qui débuterait. Comment on trouve un bon modèle? Vous avez parlé de quelque chose, de la boîte, de acheter ce qui nous plaît, etc. Mais en condensé, quels sont vos conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'horlogerie aujourd'hui? Alors, par rapport à, clairement, si on a envie que ce soit un investissement, et je pense que votre communauté veut que ce soit quelque chose où on est sûr de ne pas perdre d'argent, il faut aller effectivement sur une manufacture, de préférence manufacture suisse. Donc ça peut être une Rolex Oyster. J'ai vu que vous parliez de Datejust. Je vois dans le chat que ça discute Datejust. C'est un très bon exemple parce que les Datejust sont des prix déjà assez raisonnables. On est dans les, on va dire entre 3 et 6 000 pour faire sur les modèles avec des verres plexiglas des années 70. Et donc on est sur des prix qui sont plutôt pas mal. Mais il y a d'autres choses. La Jaeger-LeCoultre Reverso, c'est quelque chose qui est une pièce qui est importante. Les Reverso, c'est vraiment des montres qui ont été une montre inventée en 1931 et qui est toujours dans l'air du temps. Donc, c'est une manufacture magnifique, Jaeger-LeCoultre. Donc, il faut penser à ça. Donc, l'Omega, je vous parlais tout à l'heure de l'Omega Speedmaster. Oui. Il y en a beaucoup des Omega Speedmaster. Donc, ça peut être aussi un bon produit à acheter lorsqu'on a un budget qui est pareil dans ces quelques milliers d'euros. Après, on peut surveiller aussi des marques qui sont des marques spécialisées. Alors, les marques spécialisées, ça veut dire quoi? Des marques qui sont spécialisées, par exemple, que dans les montres de plongée. Je vais vous donner plusieurs exemples comme ça, que ce soit Enicar, Triton, ZRC. C'est des marques qui sont spécialisées dans les montres de plongée et qui sont des bons investissements modernes à faire. Des marques qui sont spécialisées dans les chronographes aussi. Voilà, dès qu'il y a une spécialisation, vous pouvez y aller parce que
en réalité, ça concerne vraiment quelque chose des esthètes, des gens qui sont bien spécialisés et qui comprennent de quoi on parle et qui comprennent ce qu'ils fabriquent. Donc, vous pouvez sortir un petit peu des sentiers battus que sont Rolex, Cartier, Audemars-Piguet, Vacheron-Constantin, toutes ces maisons-là. On peut sortir des sentiers battus à partir du moment où on va sur des modèles qui sont des gens dont la spécialité est, comme je vous disais, la plongée, le chronographe, la montre à complication. Voilà, il y a plein de marques comme ça qui sont des marques qui tournent autour des grands et qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles sont très importantes, intéressantes et qui sont des bons investissements. Il y a peut-être aussi la prochaine marque qui deviendra un hit absolu. Je pense à, bon, c'est pas les mêmes prix, mais c'est FP Journe qui est typiquement, qui était déjà coté, mais dont la cote a quand même énormément augmenté et qui n'est pas forcément sur le radar de tout le monde. Mais qui a été très repris par les collectionneurs. Ça, c'est en réalité ce qu'on appelle les indépendants. Donc, les indépendants, ils sont nombreux. Ça va de Jaune, Vautier-Lanen, Richard Mille. Ils sont assez nombreux. Il faut les suivre. Dufour aussi. Dufour, absolument. C'est un peu plus cher. Il en fabrique tellement peu. Donc, je ne l'ai pas oublié, mais effectivement, c'est très difficile d'en trouver. Mais en tout cas, pour ce qui est des Journes, effectivement, ça se trouve. Mais là, je pensais que vous vouliez parler justement des... Ouais, c'est pas les mêmes prix, ouais. Mais peut-être qu'il y a des indépendants qui sont accessibles aujourd'hui. Alors justement, des nouveaux indépendants, justement. Les nouveaux indépendants, et là aussi, ça c'est des ouvertures pour tous les gens qui regardent aujourd'hui, c'est de regarder les nouveaux indépendants et regarder comment les produits évoluent. Alors, il faut s'intéresser, je reviens toujours à la même chose, au design. Une montre moche, elle restera moche. Elle va plaire à certaines personnes, mais il faut quand même respecter un petit peu le design. Il faut avoir quelque chose qui ait un look quand même assez sympathique. Si c'est quelque chose qui n'est pas beau, ça va pas être facile de toute façon à revendre. Il faut bien comprendre. Voilà. Après, ça dépend des goûts. Donc les goûts et les couleurs. Des gens qui aiment les Richard Mille n'aiment pas forcément les François Paul Journe, parce que là, on est vraiment sur un opposé total au niveau du design et de l'histoire horlogère. Donc, c'est intéressant de surveiller ça, le dessin et les nouveaux indépendants qui arrivent, qui sont, même si c'est un petit peu cher leur montre, je pense que ça vaut le coup. Je connais quelques professionnels de l'horlogerie qui investissent sur des montres à 70, 80 000, qui sont des indépendants qui, au jour d'aujourd'hui, sont inconnus. Ok, intéressant. On va prendre les questions du public. Donc, si vous voyez une question qui vous intéresse, vous votez pour. Si votre question n'est pas encore posée, n'hésitez pas à voter. N'hésitez pas à la poser. Alors, Maxime a 3 questions en un. On va essayer de faire très vite. Peut-on investir dans les montres et les porter sans risquer qu'elles perdent de la valeur? Ça, c'est une question très intéressante. Alors, oui et non. Donc, je vais essayer de répondre comme ça. J'ai un petit côté politique aujourd'hui. Oui, parce qu'effectivement, si la montre est une montre qui a déjà été... C'est facile. Si la montre est une montre qui a déjà été portée, qui est une montre d'occasion, eh ben, vous pouvez la porter parce que si vous y faites, quand je dis la porter, c'est en prendre soin. Si c'est pour faire n'importe quoi, non. Faire du ski avec, quoi. Non, mais faire du ski, tant que vous tombez pas, il n'y a aucun problème. Je fais du ski avec des très belles montres, moi j'adore ça. Mais tant qu'on tombe pas, il n'y a aucun souci. Et encore, elle est quand même bien protégée sous le gant et la combinaison. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de dire, si vous la portez soigneusement, aucun problème. Maintenant, si la montre est neuve, je reprends l'exemple tout à l'heure, je parlais d'une Rolex Comex ou de n'importe quelle pièce comme ça qui n'a jamais été portée. Alors là, vous avez un vrai cas de conscience parce que vous allez enlever le fait qu'elle soit unworn, comme on dit en anglais, jamais portée, unpolished. Avec les stickers, avec tout. Vous allez, même si vous conservez les stickers, vous allez enlever, bon après vous allez les remettre, ça va se voir. Donc là, il y a un vrai cas de conscience. Maintenant, si vous êtes là pour vous faire plaisir, vous la portez. Hein. Voilà. Moi, je suis pas content. Mais d'un point de vue investissement, non. Alors après, pour les montres modernes, je sais à quoi vous pensez. Les Rolex qui sortent actuellement, etc. Écoutez, sincèrement, il y en a tellement de produites que c'est mieux de ne pas la porter. Mais si vous en avez une seule, non, vous la portez quand même, vous faites plaisir. Toujours se faire plaisir. L'investissement plaisir, c'est ce qui est primordial. C'est le meilleur investissement, c'est le plus fun. Je vais prendre une deuxième question de Maxime. Est-ce que vous avez certainement vu passer l'histoire des Speedmaster, la collaboration avec Swatch? C'est quoi votre avis là-dessus? C'est quand même fou cette histoire. C'est pas mal. Ouais. J'ai deux avis. J'ai le premier. D'abord,
D'abord, Swatch était un petit peu endormi, bien que ce soit quand même une manufacture assez exceptionnelle, mais c'était des montres Swatch qui se collectionnaient il y a 30 ans, il y a même 20 ans. Donc, on collectionnait les Swatch et les gens faisaient déjà la queue dans les boutiques. Donc, c'est juste l'éternel recommencement de la mode. Simplement, ça a été bien pensé, bien fait. L'idée de partenariat avec Omega, je trouve que le succès du design est là, le succès médiatique est là, donc à mes yeux c'est une réussite. Alors tout le monde dit plus une réussite pour Swatch que pour Omega. Oui, peut-être, mais c'est la même maison, c'est la même entité. C'est la même entité, c'est le même groupe, hein. Donc on parle du Swatch Group, donc effectivement ça change pas grand-chose. D'après les calculs, le premier week-end où ils ont vendu leur Swatch, ils ont fait un tiers de leur chiffre d'affaires en un week-end, leur chiffre d'affaires annuel. Leur chiffre d'affaires annuel, grosso modo, c'est dans les 200 et quelques millions, et ils ont dû faire dans les 80 millions le premier week-end. Donc, c'est pour vous dire un peu la puissance de ce résultat. Ce qui est certain, c'est que c'est un petit peu comme, ça a fait comme un petit peu comme une omelette norvégienne qui est retombée. Le soufflet a baissé, et aujourd'hui, il y a moins d'intérêt. Ça n'enlève rien aux montres que je trouve toujours avec un design très très sympathique. Je parle pas il y a eu des problèmes de qualité, j'ai entendu, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. C'est des détails qui les concernent eux et sûrement pas nous. Mais en tout cas, d'un point de vue médiatique, j'ai trouvé ça très bien. D'un point de vue commercial, ils ont gagné le coup. Après, à qui profite le crime? C'est la vraie question. Non, la question, c'est de se dire, est-ce que Omega vraiment a fait une erreur en faisant ça? Je pense pas. Je pense qu'à l'avenir, Omega, ça reste des montres exceptionnelles. C'est une manufacture superbe. Omega, c'est des milliards, c'est en chiffre d'affaires, donc c'est vraiment important. Ça dépasse le milliard, pardon. Donc on n'est pas dans le même, c'est pas la même chose que Swatch aujourd'hui. Mais effectivement, ça a dû faire un petit moment de ralentissement pour la vente des Omega Speedmaster. Oui, évidemment. Ça se trouve, ça n'a pas duré très très longtemps. Et puis les gens qui achètent des Omega Speedmaster à plusieurs milliers d'euros sont pas forcément les gens qui vont acheter des Swatch à quelques centaines. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu convenablement à toutes vos... Parfaitement, je pense que c'est très clair. Question de Thibaut. Qu'est-il important de vérifier sur l'état d'une montre d'occasion avant de l'acheter? Ça, c'est une question vraiment clé. Je reviens juste sur un truc, sur la Swatch. L'idéal d'en acheter deux, une que vous portez parce qu'elle a un look super sympa et l'autre que vous gardez en état stock neuf pour pouvoir la revendre. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut faire en général. Quand on achète toutes les montres, il faudrait les acheter en double, non? C'est tout en double, c'est parfait. Exactement. Du coup, la question, c'était sur les montres d'occasion. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'acheter? Alors, sur les montres d'occasion, on vérifie bien évidemment l'authenticité. C'est le point le plus délicat. Pour quelle raison? Il faut rappeler que la Chine fabrique des montres depuis l'Asie, on va dire. On ne va pas attaquer les Chinois tout de suite. L'Asie fabrique des montres depuis plus d'un siècle. Non, la Chine, en réalité, fabrique des montres depuis un siècle. Donc, ils ont un savoir aujourd'hui et un savoir-faire et puis et des capacités de production qui sont absolument énormes et colossales. Donc, on sait qu'effectivement, vraisemblablement, les grandes contrefaçons viennent de là-bas. Pourquoi elles sont de plus en plus belles? Parce que justement, ils savent les fabriquer, ils ont les usines pour les fabriquer, ils ont les machines pour les fabriquer et maintenant ils ont la connaissance. Donc effectivement, on est face à un problème. Donc la première des choses à faire, c'est l'analyse de l'objet. Attention, j'ouvre une parenthèse tout de suite. Lorsqu'il y a l'écrin et les papiers d'origine, ça ne veut pas dire que la montre est authentique. Il y a des faux écrins, il y a des faux papiers. Voilà, ça existe de la même façon. Ils savent faire. Qui fabrique les écrins on va dire pour 95% de l'horlogerie mondiale, c'est les Chinois. Donc, ils savent fabriquer des écrins aussi, c'est la même chose. Okay, donc, tout peut être faux déjà. Voilà, tout peut être faux. Donc, à partir du moment où on a enlevé le problème du faux, c'est-à-dire que la personne, vous êtes en confiance ou vous achetez un professionnel, là, donc du coup, vous êtes garanti, mais même si vous êtes en confiance, c'est un ami et qui sait exactement quand il l'a acheté et où, il sait qu'il est allé dans la boutique Rolex, par exemple, pour donner cet exemple-là, ou Cartier, parce que c'est la même chose, eh bien, à ce moment-là, vous êtes rassuré. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder à ce moment-là? Regardez l'état extérieur de comment il est. Savoir si le boîtier a été beaucoup usé, c'est-à-dire beaucoup rayé, sur les côtés, sur les parois. Est-ce que la montre était posée sur une table de nuit et donc il y avait des micro-rayures qui étaient en dessous si la montre n'était pas sur un bracelet acier? Voilà. Toutes ces petites choses-là, il faut regarder. Il faut vous offrir une petite loupe. Vous achetez ça
dans des boutiques spécialisées ou chez Romain Réa, on vous en vendra aussi. Vous achetez une loupe, vous regardez, vous examinez la montre avec une loupe, parce que pourquoi avec une loupe? Ou avec votre téléphone, avec votre smartphone, vous grossissez, vous allez voir des choses que vous n'allez pas voir à l'œil nu. Donc ça, c'est très important. Même pour analyser une montre qui serait fausse, regardez toujours avec une loupe, vous allez voir plein d'informations qui vous tombent. Donc l'aspect extérieur, c'est très important. Le verre, si le verre saphir est abîmé, si c'est une Rolex, vous savez que ça vaut quelques centaines d'euros, donc ça change la donne. Si la lunette est abîmée, ça coûte de l'argent. Enfin voilà, il faut bien regarder l'aspect extérieur. Une fois que vous avez bien conservé, analysé l'aspect extérieur, il faut écouter le mouvement. C'est tout simple. Hein, on part sur un mouvement automatique ou un mouvement mécanique. Donc faites fonctionner la couronne de la même façon. J'étais venu avec des outils. Hein, regardez, j'ai une petite Reverso là. Incroyable. Elle est magnifique la Reverso. Il faut. Allez la montrer dans ma voiture parce que. Donc vous remontez la montre de cette façon-là, et puis vous voyez, s'il y a un bruit suspect, à ce moment-là, s'il y a un bruit suspect, c'est pas normal. Ça doit être fin, ça doit être élégant. C'est une manufacture horlogère suisse. Il y a des centaines de pièces qui sont dans votre mouvement, en général 250, 300 pièces qui sont dans le mouvement. Donc ça doit être magique. Si vous démarrez un moteur de voiture quand vous achetez une voiture d'occasion et que la voiture fait plop plop plop, c'est pas normal. On doit avoir un joli ronflement. C'est la même chose. Donc le mouvement, bien l'écouter, bien le faire fonctionner avec les doigts et sentir ce qui se passe. Pour des gens qui n'ont jamais touché une montre ou peu, j'imagine que c'est un peu fou ce que je raconte, mais c'est tellement vrai, quand vous allez le faire 2-3 fois, vous allez comprendre. Il se passe quelque chose quand vous touchez une montre. Donc ça, c'est important. La deuxième chose. La troisième, évidemment, l'idéal, c'est de l'ouvrir et de constater dans quel état est le mouvement. Mais là, vous êtes obligé de faire appel à un horloger. Il n'y a pas d'autre chose que de faire appel à un horloger. Ou alors, vous êtes déjà quelqu'un qui est déjà très habitué et vous avez acheté vos petits outils, mais faire attention quand même en ouvrant une montre. Très, très attention. Voilà. Ça marche. Et acheter d'ailleurs une montre sans papier ni boîte, c'est quelque chose que vous recommandez? Une montre pour un investissement, je précise. Oui, pourquoi pas. Si l'objet est en parfait état, les crins et les papiers ont été perdus, c'est pas un problème pour un investissement. C'est pas un problème non plus pour un collectionneur. Le plus de la boîte et des papiers c'est un plus. C'est pas du tout une condition primaire. Franchement pas. Mieux vaut aller sur. J'ai toujours dit ça d'ailleurs à mes clients et ils m'ont toujours suivi là-dessus et ils m'ont toujours remercié. Mieux vaut aller sur une montre en parfait état qu'une montre en état moyen avec boîte et papier. Vous voyez à quel point la différence est importante. Ouais. Le boîte et papier, c'est quelque chose qui rassure les gens qui ne connaissent pas. Mais en réalité, dans le monde des gens qui connaissent, c'est important d'avoir un objet en très bon état. Donc, il ne faut pas du tout s'arrêter s'il n'y a pas la boîte et les papiers. Et je vous le rappelle, s'il y a la boîte et les papiers, beaucoup de gens achètent pour la boîte et les papiers en se disant ça va être authentique. Non. Il y a des fausses boîtes, il y a des faux papiers avec des vraies montres parfois. Donc, ne pensez pas que d'avoir la boîte et les papiers, ça vous rassure, enfin ça vous donne la garantie 100% que tout l'objet est impeccable. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc non, pour moi, faut pas s'arrêter à ça du tout. Ça marche. On va pas vous retenir trop longtemps, Romain. Je vais essayer de prendre encore quelques questions. Romain veut savoir ce que vous avez au poignet. Vous en avez parlé. C'est une Tudor. Oui. Manuel veut savoir si la Tudor est un bon investissement. Je pense que vous y avez répondu aussi. A priori, vous êtes plutôt fan des Tudor. Oui, j'aime bien. Camille veut savoir ce que vous pensez de la baisse actuelle sur le prix des Rolex. Est-ce que c'est Elle est magnifique. C'est vrai que le bleu Tudor est intéressant. Vous voyez au dos, vous avez un petit marquage. Ah oui, on arrive à voir. Tout à fait, ouais, on voit. Même dans la voiture, j'avais montré le dos de la même montre. Incroyable. Voilà, vous voyez, il y a écrit MN78. C'est une montre qui a été utilisée par les plongeurs de la Marine nationale française et donc qui a été livrée en dotation en 1978. Voilà. Ça, c'est une marque qui rend la montre déjà hors du commun. Ça voilà, c'est le petit plus qui donne une vraie aide au niveau de l'évolution de la valeur de l'objet. Ça la multiplie par 2, par 3 par rapport à un objet normal. C'est incroyable. Par 3, par 4. Du coup, Camille voulait savoir ce que vous pensez du réajustement sur la baisse des prix sur le marché des Rolex, ou peut-être sur le marché en général. Vu qu'on est quand même dans un contexte économique assez compliqué, est-ce que les montres ont été impactées? Alors, je ne comprends pas la question. À quel moment il y a eu une baisse chez Rolex?
Alors, je sais pas, je n'ai pas suivi exactement. Bon, a priori, il n'y a pas eu. Camille, tu Mais peux j'ai te vu rassurer. passer dans le chat, j'ai une autre personne qui a répondu, vous avez vu que ça avait baissé les Rolex. Non, effectivement, je ne crois pas que je pense que les prix ont encore augmenté encore cette année avec Rolex. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un impact à la baisse aujourd'hui sur les Rolex. En tout cas, sur les Rolex, on va dire les plus demandés, qui sont les modèles Oyster. Ouais. Donc, vous allez voir la différence, parce que dans d'autres modèles Rolex, c'est peut-être le cas. Il y a d'autres modèles chez Rolex qui ne se vendent pas aussi bien. Mais dans toute la gamme Oyster, que ce soit la Submariner, la Date, la Sea Dweller, la Daytona, dans tous ces modèles-là, je ne vois que de la hausse, pas de baisse au jour d'aujourd'hui. Super. Hugo veut savoir comment éviter d'acheter une fausse montre. Je pense que vous en avez parlé. Le mieux, c'est quand même de travailler avec un professionnel parce que ça reste, on va pas se mentir, ça reste très compliqué pour un novice d'aller voir les nuances. Vous avez dit tout à l'heure, le AP, il est à 12 heures, telle chose est à 9 heures. Enfin, ça, quelqu'un qui ne sait pas, c'est des années d'expérience qui font ça. Alors, sincèrement, aujourd'hui, vraiment, la valeur de ces objets est vraiment importante et prend de plus en plus de valeur. Donc, vous allez dire, bah, il prêche pour sa paroisse. Oui, évidemment, mais sincèrement, ça vaut vraiment le coup de faire attention quand vous allez acheter. Et même si vous allez payer un tout petit peu plus cher chez un professionnel, je ne vous dis pas d'aller forcément dans les boutiques Romain Réa ou chez Antiquorum, vous pouvez aller ailleurs, hein, mais d'aller chez un professionnel, sincèrement, vous allez être sécurisé. Vous allez probablement payer un tout petit peu plus cher que si vous vous débrouillez tout seul en allant sur des réseaux qui sont des réseaux type Boncoin ou etc. Je ne vais pas vous nommer, mais c'est facile à trouver. On a 24, on n'a pas les voilà, par exemple. Mais franchement, c'est un risque qui aujourd'hui en vaut vraiment pas la peine. Tous les clients qui ont acheté depuis toutes ces années dans nos boutiques ou dans nos ventes aux enchères sont contents de leurs achats parce qu'ils ont eu la garantie de l'authenticité de l'objet et que finalement la valeur est préservée. Donc voilà, soit vous avez un petit niveau, quand je dis un petit niveau, c'est un vrai vernis, hein, et vous pouvez vous débrouiller tout seul. Mais j'ai des clientes parfois qui nous apportent des trucs, on dit ah bah non, là ça va pas. Donc faites attention quand même, et je vous dis, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, je pense. Il vaut vraiment le coup d'aller dans une boutique spécialisée. Ça marche. Guillaume. On va terminer par une question. On a parlé rapidement tout à l'heure, mais vous, là, les marques qui vous intéressent, que vous trouvez, d'un point de vue investissement, que vous trouvez les plus intéressantes et peut-être qui ne sont pas à des prix inaccessibles. Alors, je vous ai apporté un autre exemple. Je vous promets que j'ai jamais autant de monde dans ma voiture. Ouais, je vous souhaite pas. Mais... C'est même pas la peine d'essayer de me suivre. J'ai rien avec moi. C'est quoi? C'est Cartier, ça? Cartier Tank, à suivre. Ça fait partie des modèles qui reviennent très très fort. Ils sont encore loin de la réalité. Donc franchement, ça vaut le coup de regarder. Les tanks de Cartier. Franchement, vous aurez des bonnes surprises. Voilà. C'est combien Cartier? C'est combien le modèle que vous avez là, par exemple? Bon, là, ça c'est un modèle des années 70, donc c'est dans les 10-15 000. Vous voyez, c'est un 10-15 000. Donc c'est déjà assez un petit peu arrivé, on va dire. Mais on peut trouver des modèles un petit peu moins chers, entre 5 et 8 000. Voilà. Et donc, et ça va continuer à monter. Vous allez voir, les tanks, ça va être un vrai phénomène. La tank de Cartier, c'est pareil, hein, c'est une icône incroyable. Génial. Moi, j'ai une dernière question pour vous, Romain. Ouais. Vous investissez, enfin, vous achetez des montres, vous en vendez depuis 30 ans. En tout cas, vous êtes passionné depuis 30 ans. Donc, il y a eu une crise économique. Il y en a même eu plusieurs. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là, en 2008 par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché des montres? Vu qu'il y a quand même beaucoup d'acheteurs américains, l'Amérique a été très impactée. Alors, c'est une vraie question intéressante. L'évolution 2007-2008, oui, effectivement, cette crise, alors, dans l'horlogerie, on l'a senti venir en 2007, donc c'était assez étonnant. C'est-à-dire que les volumes ont ralenti, les prix ont commencé un peu à se tasser. Les volumes ont ralenti, les gens étaient très très vendeurs, beaucoup moins d'acheteurs et des résultats plus mitigés dans les ventes aux enchères. Donc qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé simplement la courbe qui était comme ça et puis qui d'un coup est descendue un tout petit peu. Et étonnamment, je ne peux pas vous expliquer le phénomène, mais le monde de l'horlogerie, les collectionneurs, etc., on dit mais attendez, moi ma montre, c'est toute une histoire, c'est tout le storytelling dont je vous ai parlé. Ok, ça baisse, bah ouais, mais je suis pas vendeur. Et en fait, il s'est passé un phénomène de protection générale où personne n'était vendeur.
Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait ça, et puis tout d'un coup, c'est remonté, et c'est remonté beaucoup plus haut. Donc, ça, si vous voulez, ça a donné une sorte un tremplin. C'était un tremplin. Cette crise économique était un tremplin que je pense peu d'analystes financiers pourront expliquer, à part ce que je vous explique moi, c'est-à-dire qu'il y a cette sorte de communauté de l'horlogerie qui s'autoprotège et qui dit non, ça baisse, ok, pour l'instant je ne vois pas. Bon, voilà. Bon, après tout ça, il faut faire attention à ce que je suis en train de dire. Les montres modernes sont montées beaucoup trop rapidement depuis 9 mois. Donc, on est dans un pic exponentiel. Dès qu'on a un pic exponentiel, on n'est plus dans le monde de l'horlogerie, on est dans le monde de la finance. Donc, c'est différent. Donc, les analyses financières savent ce qui peut se passer. Voilà. Quand il y a une bulle spéculative, c'est une bulle spéculative. C'est pour ça qu'il faut aller sur des produits qui ne sont pas concernés par ces bulles spéculatives. Voilà. Donc, il faut investir dans du vintage, pour résumer. On peut investir dans du vintage ou dans du moderne, dans l'occasion, qui ne soit pas forcément du neuf sorti de boutique, ouais. Qui ne soit pas forcément les 3 références les plus demandées icônes actuellement. Voilà. Génial. Voilà. Mais bon, là, on parle de montres qui valent des centaines de milliers, donc voilà. Faut faire, si on va sur ces achats-là, il faut faire attention. Voilà. Génial. Peut-être aller sur du vintage. Génial. Et d'ailleurs, peut-être un point aussi, c'est que une montre, ça se vend, mais ça se vend pas non plus instantanément. C'est pas comme si vous avez des actions, vous appuyez sur un bouton. Donc, il y a aussi une histoire de liquidité. Donc, je pense que c'est important aussi de prendre ça en compte. Il faut investir un montant qu'on est prêt à immobiliser pendant quand même une certaine durée, au risque de le brader si on a vraiment un besoin de cash important. Et je pense que là, vous avez dû voir des gens qui ont dû brader des montres parce qu'ils étaient un peu la tête sous l'eau. Je vous dis ça, on le voit pas. Ça, on le voit pas. Parce qu'ils gardent, parce que c'est. Ils gardent. Et puis alors, il y a quelque chose qui est. J'ai vu un client il n'y a pas très longtemps qui avait acheté une montre ancienne, à l'étranger, et qui l'avait payé un petit peu cher. Et en fait, il avait la seule solution qu'il avait, c'était de perdre. Quand je vous dis un petit peu cher, c'était de 240 et quelques mille. Hein. Donc, c'était beaucoup d'argent. Il n'avait que la solution de perdre au moins 60 000. Et en fait, on l'a orienté vers non, il ne faut pas vendre. Il avait un vrai budget quand même. Hein, mais si on peut le diviser par 10 et le diviser par 100. On peut parler de la même chose pour une montre à 2-3 000 ou pour une montre à 20-25 000. Donc, je continue mon analyse. À un moment donné, s'il y a un certain modèle où vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Ne partez pas sur le principe de la vendre. Ah, je vais la vendre à tout prix, je veux plus. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne sur l'horlogerie. C'est une montre dont la production pour la plupart est arrêtée, donc vous n'avez aucun risque. Voilà, vous allez de toute façon retrouver vos sous. Si vraiment vous pouvez plus la blairer parce que sa tête vous remet pas, vous la regardez, vous dites ah non, j'ai perdu au moins 10%, 20%. Alors à ce moment-là, très facile, vous allez l'échanger. Et là, quand vous l'échangez, vous vous faites conseiller, et même si vous perdez là 10, 20, 30%, l'échange va faire que vous allez bien évidemment rattraper parce que vous allez être bien orienté sur cette fois. Voilà. Donc, de se tromper une fois, c'est pas grave, ou une fois sur 10 ou une fois, vous allez pouvoir de toute façon faire évoluer l'objet. Si vous ne le vendez pas, si vous le vendez au prix que vous l'avez acheté, voilà, c'est parfait hein, si vous n'avez pas fait de perte. Mais si vous ne le vendez pas, pensez simplement à l'échanger. Et de l'échanger, vous allez pouvoir en profiter et vous allez vous faire plaisir. En plus, vous allez avoir le plaisir de racheter quelque chose de nouveau. Donc, aucun problème. Et quand vous faites cet échange, ne pas hésiter à dire non, je fais un échange pour échange. Non, je rajoute un petit peu, je réinvestis. Ou sinon, je prends quelque chose de moins cher, je reprends un peu d'argent. Tout est possible. Mais en tout cas, l'échange, c'est la solution exceptionnelle qu'il y a dans ce domaine et dans ce monde de la finance horlogère. C'est vrai. Génial. D'ailleurs, est-ce qu'il y a 30 ans, c'était autant est-ce que c'était déjà un investissement, la montre? Alors oui, c'était un investissement, effectivement, déjà il y a 30 ans. Quand j'en parlais, on se moquait de moi presque. On disait, mais d'accord, ouais, ok. T'as une montre d'occasion, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Mais c'était déjà un investissement en réalité. Et simplement, il y avait c'était amusant. Il y avait des pays dans lesquels certains produits se vendaient mieux que d'autres.
Donc, il fallait savoir où aller vendre l'objet, en fait. C'était un peu ça. Donc, ça, c'était amusant. Aujourd'hui, vous avez vu, depuis une voiture, on fait notre discussion. C'est une première aussi. Donc ouais, c'est une première. Mais donc voilà, donc aujourd'hui, le monde entier est intéressé, donc c'est différent. Mais il y a 30 ans, c'était déjà le cas, mais il fallait savoir où aller vendre. Voilà. Génial. Génial, Romain, ça fait un petit moment qu'on discute, ça fait 1h20 qu'on a commencé ce talk, je pense que c'est le plus long. Voilà, on s'est rattrapé du coup. On s'est bien rattrapé. Merci beaucoup pour votre temps, c'était passionnant. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, quelque chose que vous voulez partager avec la communauté sur l'investissement dans les montres ? J'ai vu que Eric me demande de remonter la tank. Je sais pas, mais ça, vous n'allez pas entendre quand même. Voilà, ça c'est un... Alors ça, c'est un mouvement GGR qui est dedans. Et c'est des mouvements qu'utilisait Cartier. C'est un très, très beau mouvement dedans. Voilà. Donc, la tank, c'est ce que Romain a annoncé. Rendez-vous dans 5 ans pour savoir si vous aviez raison. La tank, la Tudor, effectivement, on est sur des bons placements. Mais une petite Datejust en acier, c'est très bien aussi. C'est encore pas trop cher. Des Oyster Précision. Voilà. Il faut commencer, comme toujours, il faut commencer doucement, je pense. Il ne faut pas s'emballer. Exactement. Je vous donnerai un petit listing d'une dizaine, Mounir. Ah, c'est gentil. Bon, on le postera sur la communauté. Donc, vous aurez le listing de Romain pour avoir votre shopping list ou demander un cadeau à Noël. En tout cas, merci Romain encore. C'était génial. Merci pour votre temps et votre passion. C'est assez communicatif. Donc, tant mieux. N'hésitez pas. C'est vraiment top. Je rappelle que ce talk, évidemment, est organisé par Finari. Donc, si vous n'avez pas l'application, allez la télécharger. On va faire une petite pause sur les talks. Là, il y a eu beaucoup d'émotions avec ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on va faire une pause pour l'été. On est en train de faire évoluer le concept, donc il va se passer plein de choses. Donc, je vous donnerai rendez-vous à la rentrée pour le prochain. Si vous avez d'ailleurs des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer sur la communauté ou sur le support. Merci encore à tous d'avoir participé. Merci à Romain, évidemment. N'hésitez pas à lui dire merci dans le chat parce que c'était vraiment incroyable. Merci à tous. Oui, j'ai vu qu'on me remercie. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à faire un petit tour dans sa boutique pour voir, tout simplement, pour voir si ça vous plaît. Je pense qu'il faut se laisser un peu guider. Et après, peut-être vous tomberez dans la marmite, je vous le souhaite. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne soirée.